Bonsoir, Georges. Bonsoir, Jean-François. Vraiment content de te retrouver sur le plateau de Théovox Actualité. Le 18 novembre dernier, Québec présentait un premier plan gouvernemental pour renforcer le soi-disant droit à l'avortement. Et pour ce faire, le gouvernement du Québec prévoit déployer des nouveaux points de service. Je pense qu'on en compte à peu près de 52 présentement dans la province de Québec. Et rendre aussi la pilule abortive davantage accessible. Est-ce que ça te surprend, Georges, que le gouvernement de la CAQ ait mis sur pied un plan d'action réparti sur 3 ans, soit de 2024 à 2027, sur le fait de protéger les droits des femmes et l'accès à l'avortement? Non, ça ne me surprend pas. Martine Biron, dans un entretien, elle avait dit que la raison pour laquelle elle s'est impliquée en politique, c'était cette question-là d'avortement. Une chose en particulier, c'était le renversement de l'arrêt Roe v. Wade le 24 juin 2022. Donc, cette décision de la Cour suprême des États-Unis qui avait imposé en 1973 l'avortement aux 50 États, ça a été renversé en 2022 grâce aux nominations de Donald Trump. Entre autres. Entre autres. Bien, aux efforts des pro-vie qui ont mis en place ces juges-là, puis ensuite Trump qui a fait la nomination. Alors, lorsque c'est arrivé, il y a eu un recul de l'avortement dramatique aux États-Unis, plusieurs États, et ça crée une onde de choc. Et donc, à ce moment-là, plusieurs pays occidentaux, progressistes, pro-avortement, se sont dit « Ah, ce soi-disant droit est plus fragile que nous le croyions. » Donc, en France, par exemple, ils ont décidé de mettre la liberté d'avorter dans la Constitution. Et au Québec, Martine Biron était d'abord tentée de suivre une voie législative, d'enchasser le droit à l'avortement, entre guillemets, dans la Constitution québécoise ou quelque chose du genre, et ça a été déconseillé pour des raisons multiples. Donc, elle a choisi une voie autre. Elle a dit, bien, augmentons l'accès, puis combattons le mouvement pro-vie en établissant des mouvements pro-avortement plus forts, en leur donnant du financement, donc 7,5 millions sur 3 ans. Oui, qui est 2,5 millions par année. Oui. Georges, qu'est-ce que, brièvement, parce qu'on va passer les grandes lignes. Moi, j'ai lu le document, c'est un document d'une trentaine de pages, 30-35 pages, et j'ai passé à travers ce document-là que tu m'as envoyé. Je l'ai lu, puis il y a des choses qui ont attiré mon attention, mais brièvement, parce qu'on va le repasser ensemble, certains segments de ce document-là. Qu'est-ce que tu retiens, toi, du document? Bien, il vise à augmenter l'accès à l'avortement. Ouais. D'abord, en combattant la désinformation des mouvements pro-vie. Donc, selon eux, les mouvements pro-vie qui montent des centres d'aide aux femmes enceintes en difficulté et ne conseillent pas vers l'avortement, pour eux, c'est anathème. Ouais. C'est affreux. Il faut mettre sur un pied d'égalité le choix d'avorter, donc tuer son enfant à naître, et le choix de garder l'enfant. Pour le gouvernement, il faut être neutre par rapport à ces deux choix-là. Puis tout centre qui prônerait de garder l'enfant et qui découragerait l'avortement, pour eux, c'est terrible que ça existe. Alors ça, ils veulent combattre ce phénomène-là de centre pro-vie pour les femmes enceintes en difficulté. Donc, notre service Enceinte et Inquiète est ciblé, là, carrément. Ils n'en veulent plus. Ils ne veulent pas nous attaquer directement, disons, mais ils veulent quand même donner du financement à l'alternative, donc les centres pro-avortement. C'est ça. Et donc, ça, c'est un enjeu majeur. L'autre, c'est la télémédecine. Pour donner plus d'accès à la pilule abortive. Alors, la pilule abortive, c'est le nouveau moyen, disons, pour avorter. C'est pour les premières 10 à 12 semaines de grossesse. Ce n'est pas recommandé pour plus tard parce que à ce moment-là, il faut passer par la voie chirurgicale. Mais en Europe, c'est rendu dans certains pays scandinaves 80 à 90 % des avortements. En France, c'est 73 % des avortements qui se font par la pilule. Puis au Québec, c'est seulement, entre guillemets, 17. Donc, on veut encourager cela. Par contre, la pilule abortive n'est pas anodine. C'est 4 fois plus dangereux que l'avortement par chirurgie. Donc, il y a toutes sortes de complications reliées à cela, infections possibles, parce que la femme le fait par elle-même.
Si on a vu le film Unplanned avec Abby Johnson, c'est une directrice de centre d'avortement qui s'est convertie au mouvement pro-vie. Donc, elle a produit ce film qui s'appelle Unplanned. Alors, on la voit se faire avorter par voie médicamenteuse parce qu'elle-même a eu 2 avortements. Et c'est fait à la maison, seule. Et l'enfant est éjecté dans la toilette. Et donc, il peut rester des bouts de placenta ou autres dans l'utérus qui peut causer des infections. Alors, il y a beaucoup plus d'incidences médicales liées à la pilule. Donc, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle, puis ce n'est pas une solution pour les femmes. Peut-être dans le document qui a été déposé, je veux juste lire quelques segments de ce document-là, notamment au premier paragraphe du document, où ça dit que l'accès à la contraception et à l'avortement sont des droits acquis de haute lutte par les femmes au cours des dernières décennies, en plus d'être essentiels à leur santé. Et on parle plus loin dans le document de humaniser ce soin. Et moi, je vais dire, j'ai été quand même outré. Comment Georges, l'avortement pourrait être essentiel à la santé des femmes lorsqu'être enceinte n'est même pas une maladie? Comment interprètes-tu le lien entre l'avortement et soins de santé quand l'avortement est tout sauf un soin de santé? Puis ma troisième question qui va dans la même veine, comment humaniser ce soin quand il s'agit de mettre fin à une vie? Alors, le document ne parle pas du principal intéressé, c'est-à-dire l'enfant tué par l'avortement. Donc, quand on fait un avortement, ce qui se passe, c'est qu'un cœur qui battait cesse de battre. Un enfant qui était dans le ventre de sa mère, qui vivait sa vie, qui se développait, sa vie cesse avec un avortement. Puis on se comprend que quand il y a un battement de cœur, c'est parce qu'il y a une vie, là, sinon il n'y aurait pas de battement de cœur. C'est une vie humaine. C'est un gamète mâle et femelle qui se joignent ensemble. La conception, c'est quand il y a une nouvelle vie. Cette vie se développe, cette vie est humaine. Elle est différente, l'ADN est différente, le groupe sanguin peut être différent. Donc, c'est une vie nouvelle et indépendante, c'est-à-dire ce n'est pas une partie de la mère, c'est un être humain à part entière. Donc, on ne parle pas de cela. Non. On parle de, c'est un soin de santé, un peu comme la contraception, c'est que ça empêche la naissance. Mais vraiment, donc, on en parle comme d'un soin de santé parce que ça implique des médecins. Mais les médecins agissent en assassins, c'est-à-dire que ils ne pratiquent pas la médecine quand ils font de l'avortement, ils pratiquent l'assassinat. Donc, oui, ils peuvent bien avoir un sarrau blanc, mais un sarrau blanc ne fait pas un médecin. Un médecin guérit et donne de la santé, tandis qu'un avorteur donne la mort. Il prend la vie de l'enfant et avec sa canule, il aspire l'enfant dans la canule, le déchiquette, et le réduit à néant. Ce n'est pas une intervention médicale. Le deuxième paragraphe du plan d'action, il va comme suit. Au Canada, on estime que jusqu'à 1/3 des femmes auront recours à l'avortement dans leur vie. 1/3 des femmes. Et je me suis mis à faire des calculs comme ça parce que j'aime ça, arriver avec des choses concrètes. 1/3 des femmes auront recours à l'avortement dans leur vie. La population du Canada en 2024 était de 41 288 599. Plus de 41 millions. La population féminine au Canada en 2024 était à 20 650 000 et des poussières. Le nombre d'avortements, si on prend 1/3 des femmes dans leur vie qui vont se faire avorter, si on prenait une photo statique dans le temps, en 2024, ça représenterait au Canada 6 814 613 avortements. Si on prend pour acquis que les femmes vont une fois se faire avorter, ça représente pratiquement la population du Québec. Si on faisait une photo statique en date d'aujourd'hui, c'est comme si la population du Québec se ferait avorter en entier. Et c'est assez hallucinant. Que signifie moralement le fait qu'1/3 des femmes au Canada recourent à l'avortement? C'est un grand aveuglement moral. Je n'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent le faire. Mais quand on lit le document, on voit la raison profonde de
promotion de l'avortement, c'est que pour certaines femmes, c'est un sine qua non de l'égalité homme-femme. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas l'avortement, bien, les femmes seraient, entre guillemets, forcées de garder l'enfant et donc ne pourraient pas être au travail de la même manière qu'un homme qui, lui, si avec sa femme, crée un enfant, bien, lui n'est pas pris à rester avec l'enfant puis à l'élever. Lui peut se sauver, tandis que la femme, elle est prise avec. C'est ce qui fait une femme, c'est qu'elle engendre la vie, c'est elle qui porte la vie. Et donc, pour égaliser la situation, on insiste que, bon, il faut absolument l'avortement, sinon le terrain de jeu n'est pas égal. Mais malheureusement, on ne peut pas régler cette perception de problème avec l'avortement, parce que l'avortement, c'est la mise à mort d'un être humain. Ouais. Ce n'est pas juste pour cet être humain qu'on tue. Ouais. Mais ils sont pris dans cette idée-là que pour créer l'égalité des sexes, la femme doit avoir recours à l'avortement. Sinon, elle est forcée de garder l'enfant, tandis que l'homme, lui, peut se sauver. Mais encore c'est de la désinformation. On a parlé avec Jonathan. Oui. Il y a un fil conducteur ce soir qui est vraiment évident, puis c'est la désinformation, une propagande, un narratif dominant qu'on pousse au nom de la vérité, mais c'est une désinformation. Mais la désinformation, c'est que l'avortement, c'est un service de soins, un soin de santé. Tandis que la vérité, c'est que l'avortement, c'est la mise à mort d'un être humain innocent, le contraire d'un soin de santé. Absolument. Et on veut entériner ce soin de santé pour une perception d'égalité, mais leur version d'égalité, c'est la mauvaise version d'égalité. La vraie égalité des sexes, c'est en dignité devant Dieu, tandis qu'eux veulent l'égalité identité. C'est qu'on n'est pas égaux à moins qu'on soit identique en tout. Non, on ne peut pas être identique. La femme a des fonctions bien différentes de l'homme, puis l'homme a des fonctions bien différentes de la femme. Oui, mais ils veulent nier cette différence-là. Ils veulent nier, c'est l'égalité par l'identité qu'eux cherchent. C'est comme ça que fonctionne le communisme en général. C'est que s'il y a des riches et des pauvres, c'est injuste. C'est pas vrai. Les riches ont leurs responsabilités s'ils sont riches. Il y a des intelligents et des moins intelligents. Pour un communiste, c'est injuste. Ouais. Mais ils veulent donc créer l'égalité par l'identité. Et c'est la même chose, hommes et femmes, ça doit être identique. Sinon, on n'est pas égaux. Dans le document, ça poursuit, puis ça dit, certains groupes, j'aime pas le terme qu'ils utilisent, parce que je trouve que c'est carrément... ça veut rien. Anti-choix. Oui, c'est ça. Certains groupes pro-vie véhiculent des informations erronées, affirmant par exemple que l'avortement augmente les risques de cancer du sein, que l'avortement peut affecter la fertilité, que l'avortement est une procédure risquée pour entraîner la mort de la femme, que la majorité des femmes regrettent leur avortement, que les femmes utilisent l'avortement comme un moyen de contraception, que les femmes qui avortent ont été négligentes, etc. Georges, pourquoi qu'on vous accuse, les pro-vie, de véhiculer des informations erronées dans le document du gouvernement? Puis, à quel endroit vous prenez vos informations? Sont-elles prises via des sources qui sont quand même fiables? Alors, nous prenons nos sources. Si c'est pour le lien entre l'avortement et le cancer du sein, l'avortement et l'infertilité, ce sont des études qui ont été faites. Reardon, des études de plusieurs étalées sur plusieurs années, Lanfranchi, différents auteurs, et nous citons nos sources. Et eux ont leurs études. Mais le problème avec leurs études, souvent, quand par exemple, on veut étudier l'impact de l'avortement au niveau psychologique, alors dépression, anxiété, syndrome post-traumatique, ce genre de choses-là, c'est que les études, je dirais, courantes ont tendance à seulement étudier les quelques mois suivant l'avortement. Tandis que c'est un phénomène qu'on observe sur plusieurs années. Et souvent, les femmes qui commencent vraiment à regretter leur avortement commencent à ressentir le regret très fortement, même plusieurs décennies après. Alors, ce sont des symptômes qui s'accroissent avec les années, et donc, il faut des études longitudinales. Ouais. Et
Donc, c'est avec toute la sincérité, avec des études solides que nous présentons, nous citons nos sources. Alors, je ne sais pas comment elles peuvent prétendre que nous semons de la controverse ou de la désinformation quand nous avons simplement nos études que nous démontrons, que nous affichons avec toute transparence. Ouais. C'est un peu... Le problème, je pense, c'est que nous dérangeons. Ce n'est pas de la désinformation, c'est de l'information dérangeante qui ne plaît pas au narratif, qui empêche, qui fait réfléchir certaines personnes. Parce que, par exemple, l'avortement et le cancer du sein, c'est naturel de penser que si on arrête un processus hormonal qui fait croître les seins durant la grossesse, si on fait arrêter ce processus-là par l'avortement, mais le corps est complètement déséquilibré. Les hormones qui étaient en train de faire croître les seins pour que l'allaitement ait lieu et tout cela, ce processus a été arrêté de façon très rapide et artificielle. Donc, on peut comprendre qu'il y aurait peut-être une probabilité de cancer du sein qui se développerait à cause de cela. Ouais. Alors, et pour l'infertilité, quand il y a un curetage de l'utérus suite à un avortement, parce qu'on veut vraiment nettoyer les parois de l'utérus pour pas qu'aucun morceau, soit du placenta ou de l'être humain, demeure à l'intérieur pour faire des... Bien, en grattant la paroi, on peut endommager la paroi et empêcher la nidation des embryons futurs. Donc, ça cause des fausses couches. Ouais. C'est des choses qui ont été documentées, mais ça ne plaît pas à entendre au pro-avortement. Écoute, dans le document, on retrouve également... écoute, vous êtes suivi là, à l'Assemblée nationale. Oui, on retrouve une nomenclature de vos activités. T'sais, on parle d'une marche contre l'avortement qui se veut annuelle. C'est tenu pour une première fois à Québec par les organisations pro-vie. Ça parle aussi... une marche contre l'avortement qui se veut annuelle en juin 2024. Des alliances se sont aussi récemment formées entre les groupes pro-vie du Québec et ceux du reste du Canada, facilitant la mise en commun de leurs ressources et augmentant leur visibilité. La vigilance est de mise devant le constat que le mouvement pro-vie apparaît de plus en plus visible dans la sphère publique et cible le Québec. Est-ce que ça te surprend de voir qu'on vous suit comme ça à la trace à l'Assemblée nationale? Pour être capable de répertorier vos activités? Ce paragraphe-là ressemble à quelque chose que j'aurais écrit dans un de mes courriels, parce qu'on parle de la Marche pour la vie. Ouais. Puis ensuite, on parle de l'alliance que nous avons faite avec Campaign Life Coalition du Canada anglais, que nous avons comme organisé dernièrement, un genre de partenariat. Donc, ils lisent carrément nos courriels. Ils épluchent notre documentation. Bien, fiers. Ça veut dire qu'ils nous prennent au sérieux, qu'ils se méfient de nous, qu'ils nous redoutent d'une certaine manière. Il y a des postes dans certaines universités qui sont dévoués à la santé reproductive et au droit à l'avortement. Et donc, il y a des profs d'université qui n'ont que ça à faire. De lire la documentation pro-vie et ensuite de voir comment on pourrait nous contrer. Donc, voilà, c'est un exercice pour neutraliser le mouvement pro-vie au Québec par des moyens de télémédecine, par des moyens aussi scolaires. Donc, le ministère de l'Éducation est impliqué dans ce document-là. On va envoyer le message aux étudiants, faites attention au site pro-vie, faites attention... Oui, dans le cadre de culture et citoyenneté québécoise, il y a sûrement un segment qui va rentrer là-dedans. D'éducation sexuelle, oui. Ils ont parlé de la Marche pour la vie, puis ils disent que ça se veut un événement annuel. Oui. Est-ce qu'il va en avoir une autre Marche pour la vie? Est-ce que tu peux annoncer quelque chose ce soir? Oui. Alors, elle va avoir lieu, si Dieu le veut, le 31 mai, samedi 2025. Au même endroit, devant l'Assemblée nationale. Devant l'Assemblée nationale. Puis il y a un thème? Il y a un thème spécial parce que 2025, c'est le 50e anniversaire de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. OK, la Charte québécoise. La Charte québécoise. Puis le premier article de la Charte, on peut lire « Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, l'intégrité
et à la liberté de sa personne. Tout être humain a droit à la vie. Il possède également la personnalité juridique. J'aurais pas pu écrire mieux moi-même. C'est-à-dire que chaque être humain, y compris celui qui est dans le sein de sa mère, le petit homme, que le Code criminel appelle enfant. Alors, cette charte dit que si c'est un être humain, on doit lui donner la personnalité juridique. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce qu'on ne le reconnaît pas comme un être humain. Mais pourquoi pas? Comment on peut... C'est un être quoi? Minéral? Végétal? C'est quoi? Un être... C'est une brebis? Une vache? C'est quoi? Une sangsue? Ça vient d'un sperme et d'un ovule. Donc, c'est un être humain. Oui, mais tu as parlé de Martine Biron tantôt. Et un article qui a paru la semaine dernière mentionnait... En début de mandat, la ministre Biron comptait légiférer pour protéger le droit à l'avortement, mais ses consultations auprès des groupes de femmes et du barreau du Québec l'ont découragé de le faire de crainte. Des craintes ont été soulevées concernant la possible brèche ou les possibles brèches qui feraient, au contraire, reculer l'avortement. Oui. Pour éviter qu'un projet de loi rouvre la porte à d'éventuelles limitations, parce que présentement, c'est un vide juridique. Il n'y a aucune loi, aucune législation autour de l'avortement. Et puis, si vous ne le savez pas, une maman à 9 mois en contraction, en travail, prête à accoucher, qui décide de ne pas avoir l'enfant, elle peut se faire avorter, là. On peut mettre un terme à la vie. C'est arrivé avec le bébé Daniel en 2022, 2023. 2023, au début de l'année. Puis c'était un infanticide. Ça a fait la une des journaux. Le commun des mortels. La plupart des gens qui se disent même féministes sont même pas au courant que l'avortement n'est pas légiféré puis qu'on peut aller jusqu'à 9 mois de grossesse puis après ça mettre un terme à l'avortement, à mettre un terme au bébé, le tuer littéralement à 9 mois de grossesse. Quand les gens commencent à comprendre l'ampleur de ce qui règne ici, ce qui trône au Canada, puis que la ministre ne veut même pas ouvrir le dossier parce qu'elle veut peur de perdre les avancées soi-disant qu'elle a, on a un grand problème, là. C'est qu'ils ont peur que les gens reconnaissent que l'avortement tardif a lieu. Donc, il n'y en a pas énormément, et c'est écrit dans le rapport. Peu importe, un avortement, c'est un avortement, qu'il soit tardif ou qu'il soit prématuré. Parce que... dans un documentaire récent, le docteur Jean Guimont, qui s'occupe des avortements tardifs, d'envoyer les cas d'avortements tardifs dans différents hôpitaux pour que les enfants soient tués dans ces différents hôpitaux. Alors lui, on l'a traité dans un contexte médical. Les infirmières lui ont dit qu'il était un assassin de bébé. Donc, dans le rapport, on en parle de façon voilée que dans certains milieux, certaines sortes d'avortements dérangent et là, il va falloir donner une formation spéciale à ces gens-là pour qu'ils cessent de se plaindre de l'avortement tardif. Mais si cette vérité sort, que l'avortement tardif a lieu, à peu près 20 à 40 avortements après la 30e semaine au Québec par année, bien là, les gens vont commencer à dire, bien là, ça n'a pas de bon sens, il faut arrêter ça. Et lorsque les Martine Biron de ce monde, ce dont elles ont peur, c'est que si on commence à rendre certains avortements illégaux, bien là, on va commencer à dire, bien là, entre 30 semaines puis 20 semaines, c'est quoi la différence? C'est encore un être humain. Et tranquillement, on va gruger jusqu'à l'interdiction. Puis ils ne veulent pas. Pour eux, l'égalité des sexes nécessite l'avortement. Mais c'est faux. Georges, on a déjà dépassé notre temps, mais il y a 2 questions que je veux te poser. On va y aller avec des réponses le plus concises possible pour gagner du temps un petit peu. Dans le 3e paragraphe, ça dit qu'on constate également ailleurs dans le monde des reculs en matière des droits de femmes, plus particulièrement en lien avec leur droit à l'avortement. Par exemple, la Hongrie a adopté une mesure qui oblige les femmes à être exposées aux fonctions vitales du fœtus avant d'avoir le droit de choisir l'avortement, alors qu'en Italie, la présence des groupes militants anti-choix ou pro-vie sera possible jusque dans les centres où les femmes viennent chercher des services en matière d'avortement. Oui. À quoi t'attribues ce recul-là dans d'autres pays? Bien, dans d'autres pays, c'est un rejet, je dirais, du régime libéral. Alors, il y a dans le monde, puis c'est représenté un peu par l'OTAN et LGBT, et je dirais l'État profond des États-Unis, cette espèce de régime mondial de libéralisme qui n'a aucun égard pour le bien commun. C'est juste une liberté sans limite
Et l'avortement fait partie de cette idéologie. Mais là, il y a eu comme un rejet du libéralisme. Regarde, on ne veut plus ce genre de régime dans le monde. Puis il y a ce qu'on appelle le populisme et le traditionnalisme. Les pays veulent se réapproprier leur tradition, leur religion, leur foi, et veulent vivre selon leur vision de ce qui est bon pour la société. Et le libéralisme est toujours en train de détruire les traditions, les croyances, les relativiser. Puis l'avortement fait partie des armes dont dispose le libéralisme. Ouais. Donc, c'est un rejet. Donc, ils appellent ça le populisme, le conservatisme. On voit ça, des partis. En Roumanie, la première ronde des présidentielles, un extrême droite a gagné. Donc, on voit tranquillement les pays du monde entier rejeter le libéralisme nihiliste, sans morale, amoral, pour un genre de traditionnalisme conservateur et populiste. Trump, c'est un autre symptôme de cela, positif pour moi, là. Et ça fait peur. Ça fait peur aux élites libérales. Absolument. À part les investissements que les organisations pro-avortement ont déjà, tu l'as dit d'entrée de jeu, on a octroyé 7,5 millions, soit 2,5 millions pour les 3 prochaines années, de 2024 à 2027. Je vais attirer ton attention sur quelque chose que j'ai vu dans le plan qui m'a vraiment... je sais que c'est une réalité, mais à chaque fois que je le lis, ça me choque. Dans les objectifs, ça nous dit améliorer les connaissances et sensibiliser la population à la désinformation en lien avec les pro-vie et l'avortement. Ça nous dit au point 1.2.1, soutenir la réalisation d'une recherche sur les tactiques de désinformation au Québec. Puis le 1.2.2, ça dit informer, écoute, cela est grave, là, et sensibiliser les personnes élues et les organisations caritatives pour les aider à reconnaître les groupes pro-vie qui font des demandes de financement. Comme si nous, les organisations pro-vie, on ne payait pas de taxes, puis on n'avait pas droit à aucun traitement du gouvernement pour nous aider dans notre lutte à nous aussi. Comment t'expliques qu'il y a autant de financement en lien avec l'avortement, puis qu'il y a zéro soutien ne soit octroyé à des organisations qui luttent en faveur de solutions alternatives à l'avortement, en lien notamment avec la vie, mais que plutôt nous formons des gens à reconnaître ces organisations-là qui feraient des demandes pour être certains et s'assurer qu'ils n'auront aucune subvention. Parce que je suis convaincu qu'à travers le Canada, c'est quoi le pourcentage? 20, 30, 40, peut-être 50 des gens qui sont pro-vie? Bien, dans le Canada, ça dépend de comment on définit ce terme-là. Mais pour répondre à ta question, pourquoi ils font ça? Mais parce qu'ils veulent délégitimiser les pro-vie. Ils veulent dire, regarde, ces gens-là ne devraient avoir aucun financement. Donc, quand vous les aurez identifiés, ne leur donnez pas de l'argent. Parce que dans le passé, il y avait des députés qui, sans le savoir, ont donné des dons à des organismes de soins pour les femmes enceintes en difficulté qui étaient pro-vie, c'est-à-dire qui ne référaient pas à l'avortement. Et là, on en a fait tout un tollé. « Ah, vous avez donné à des anti-choix. » Et là, dorénavant, chaque parlementaire devra suivre une formation sur comment dénicher les méchants pro-vie pour ne pas leur donner d'argent. Donc, on veut délégitimiser l'opinion pro-vie, mais simplement parce que les pro-vie voient en face la réalité de ce qu'est l'avortement. Ce n'est pas un soin de santé. Tandis que les idéologues pro-avortement veulent faire croire que c'est rien, un avortement. C'est juste comme choisir de ne pas avoir d'enfant. Puis c'est légitime de ne pas avoir d'enfant. Sauf que dans le cas de l'avortement, c'est pas juste choisir de ne pas avoir d'enfant, c'est de tuer son enfant. Oui, c'est ça. C'est pas la même chose. Merci, Georges, d'avoir été avec nous ce soir.